Marion, Margot qui ont conçu ces journées. Merci à Jean-Philippe Pierron pour cette invitation. Je vous en remercie doublement. J'ai donné à mon intervention un titre un peu aux accents canguiléniens ou bergsoniens, le philosophe et la vie, parce que ça me donne, l'invitation me donne l'occasion de faire deux choses. La première, c'est de revenir sur des questionnements qui ont été les miens pendant ma thèse, au tout début de ma thèse, dans les années, une dizaine d'années. C'est un des tout premiers articles que j'ai publié sur le sujet, un questionnement sur ce rôle et cette place du terrain pour le jeune philosophe que j'étais. Et puis ça me donne aussi l'occasion, et c'est ça aussi philosophie de la vie, de retrouver à Lyon des amis avec lesquels on a fait notre thèse ensemble, Catherine de Quevert, Nicolas Le Chopier, Sacha Leuve, Élodie Giroux, Béatrice de Montera. Toute cette bande philosophique était autour d'Anne Fagolardo, au sens très large. Elle nous a un peu initié à cette manière de réfléchir, et c'est d'autant plus pour moi un plaisir d'être là que je puisse vous retrouver, et en plus sur cette question. Alors, Marion l'a dit, depuis 8 ans je travaille dans une fondation reconnue d'utilité publique qui se consacre à la maladie d'Alzheimer, où en gros mon temps se divise en deux. La première moitié consiste à soutenir de la recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et l'autre partie, normalement à part égale, pas toujours à part égale, à mener, à conduire, à imaginer un certain nombre de projets plus ou moins pratiques, plus ou moins théoriques. Récemment, un livre blanc sur les grands enjeux d'Alzheimer à horizon 2030. Un travail avec le Conseil supérieur du notariat sur comment fait-on pour apprécier la capacité de clients âgés qui viennent voir le notaire, et le notaire doit apprécier leur capacité avant d'effectuer un acte, comment on peut les aider à apprécier cette capacité. Et c'est à cette occasion que j'avais rencontré Marion, des travaux d'épistémologie. Oui, les fondations, le privé, les fondations reconnues d'utilité publique s'intéressent parfois à l'épistémologie. On avait notamment le projet qui n'a pas beaucoup avancé, mais qui est vraiment dans les cartons et qui est budgété, de se mettre un peu dans les pas de Margaret Lock et de poursuivre cette réflexion sur les enjeux épistémologiques d'Alzheimer. Alors auparavant, j'ai été à terre à Paris 7, j'ai enseigné en fac de médecine. Ma thèse de philosophie portait avec Anne Fagolardo et Jean Gaillon sur la maladie d'Alzheimer, et mon idée était à la fois d'envisager d'un point de vue historique comment cette notion de maladie d'Alzheimer a émergé dans la littérature médicale. J'ai traduit et analysé des pages et des pages de clinique et de neuropathologie allemande de l'époque. Une partie d'épistémologie sur le statut des modèles animaux et des animaux modèles dans ce contexte, et une partie d'éthique biomédicale, d'éthique du soin, notamment sur la question de l'annonce du diagnostic d'Alzheimer en l'absence de traitement, et sur la question du respect de l'autonomie. Auparavant, j'avais été allocataire moniteur à Paris 1 et j'avais eu des enseignements de philosophie morale et politique. Et encore avant, j'avais fait 2 ans d'enseignement en lycée. Donc la plupart du temps, à l'heure actuelle, je ne me présente pas, je ne me conçois pas comme un philosophe. En général, je me présente comme un philosophe de formation, ce qui ne m'empêche pas de temps en temps d'essayer de mener ou d'avoir un semblant de réflexion philosophique. Depuis que je réfléchis à cette conférence, il y a une anecdote, dont je ne sais pas si elle est réelle, qui n'arrête pas de me hanter. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vous comprendrez peut-être sans que moi je le comprenne vraiment. Vous savez que les Chinois sont allés, ont prouvé il y a quelques jours qu'on pouvait faire pousser une graine de coton dans une sonde sur la face cachée de la Lune. Il y a 50 ans, les Américains posaient le premier pas sur la Lune. Et il y a cette anecdote que le lendemain, chez Gilles Deleuze, tout un tas de gens étaient réunis et que ça discutait énormément sur le sens historique, géopolitique, pour l'histoire des techniques de cet événement. Et Gilles Deleuze, d'après un témoin en tout cas, ne dit rien, et à la fin il dit: de toute façon, moi je m'en fous complètement. La seule chose qui m'intéresse, ce sont les aventures spirituelles. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je pense à cette conférence, j'ai cette idée en tête, non pas que le terrain, je vais essayer de vous le montrer, m'indiffère, mais je pense quand même que quand j'essaye de faire de la philosophie, ce sont ces aventures spirituelles-là qui m'intéressent. Alors je vais aborder 3 points successifs. J'ai essayé de jouer le jeu du dialogue et de l'échange, donc c'est pas totalement structuré, pas totalement fini.
Je vais essayer de... Je me suis posé une question simple, c'est en quel sens est-ce que je peux dire que j'ai été, au moins pendant ma thèse et un petit peu après, un philosophe de terrain, pour reprendre votre expression. En quel autre sens il ne me semble pas du tout avoir été tel. Ça, ce sera le premier temps. Dans un deuxième temps, j'irai assez vite. J'ai trouvé d'une excellente qualité et très stimulante tous les documents que vous nous aviez envoyés de réflexion préalable sur cette journée. Et j'avais 4 petits points un peu polémiques d'étonnement, mais pour nourrir le débat. Et le troisième point, j'ai essayé de répondre de la manière la plus claire, peut-être par moments très rapide, et peut-être un peu expéditive, aux questions qui émaillent votre document. J'ai essayé de les prendre et puis de dire, bon, moi, spontanément, en ayant un peu réfléchi, mais en prenant l'engagement, en essayant d'y répondre. Alors, en quel sens il me semble que j'ai été un philosophe de terrain pour 2 raisons principales. La première, à cause du choix de mon sujet, et du sujet qui est encore le mien principalement à l'heure actuelle. Pour moi, une philosophie de terrain, c'est d'abord une philosophie, vous dites à un moment donné dans le document, attentive à des réalités qui ne sont pas celles de la tradition académique. Moi, j'ai eu le souci au moment où je commençais une thèse, les concours étaient derrière moi, j'en avais marre d'histoire de la philosophie, j'avais envie qu'elle me serve et j'avais envie d'être utile. Et donc j'avais l'envie de prendre un sujet contemporain, le choix d'Anne-Fago-Largeau comme directrice de thèse, c'était ça aussi. Et donc il me semble que c'est la volonté délibérée de prendre un nouvel objet, un objet qu'il va falloir, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, justifier en permanence. Il a été évoqué le terme de courage. Moi, je pense qu'on peut parler de témérité. Ne suivez surtout pas cette piste, parce que c'est mon exemple est celui d'un suicide académique majeur, puisque on a passé j'ai pas arrêté d'entendre pendant toutes les auditions sur les postes de maître de conf que ce que je faisais était super, mais alors que mon sujet vraiment c'était une catastrophe et qu'il fallait que j'explique au jury des commissions de recrutement que la philosophie allait aider à prendre de la distance par rapport à cet objet et qu'il fallait rassurer les commissions de spécialistes, ce qui n'était pas du tout mon approche, puisque j'avais pas du tout envie que ce soit une philosophie qui mette de la distance, au contraire qu'elle permette de rentrer dans l'objet. Alors je me suis aperçu, parce que ça me rappelait quelque chose, que dans la préface et la postface de mon livre issu de ma thèse, Anne-Fago-Largeau utilise cette expression à mon propos de philosophe de terrain, et à la fin, Joe Gaillon cite cette phrase que vous connaissez tous de Georges Canguilhem, au tout début de sa thèse de médecine de 1943, la philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière est étrangère. Donc moi j'étais en tout cas avec ces 2 figures tutélaires tout à fait à l'aise avec ça, ce qui ne va pas sans poser après des difficultés si vous voulez faire carrière à l'université. En tout cas dans la France de cette époque-là, les choses ont peut-être changé. Deuxième manière dont il m'a semblé que j'essayais de pratiquer une philosophie de terrain, c'est dans la manière de traiter ce sujet. J'ai passé un temps absolument considérable à me rendre dans des lieux où d'habitude, effectivement, on ne voit pas les philosophes, à observer, à questionner. Alors, à la fois du versant épistémologique, j'ai passé beaucoup de temps au Collège de France, j'étais accueilli par une équipe du labo du professeur Berthoz. Ma question, c'était qu'est-ce que c'est un modèle animal ou un animal modèle du vieillissement ? Il y avait une équipe chez Berthoz qui faisait nager des souris dans des piscines aquatiques pour comprendre l'impact du vieillissement sur la mémoire. Donc moi qui réfléchissais à qu'est-ce que c'est qu'un modèle animal ou un animal modèle du vieillissement, je suis allé, moi aussi, mettre une souris dans le labyrinthe aquatique, très très maladroitement, et puis tremper en sortant, alors normalement elle est toute sèche ou presque. Mais j'ai assisté à de très nombreuses réunions d'équipe de ces biologistes. Je ne faisais pas partie totalement des murs ou de l'équipe, mais ils étaient habitués à me voir, et moi j'avais ce ressenti de l'ambiance que peut être un laboratoire de recherche en physiologie du comportement. Par ailleurs, évidemment, sur tout ce versant éthique, j'ai passé des heures et des heures en consultation mémoire, en moyen séjour, en EHPAD, en accueil de jour, avec des gestionnaires de cas, même avec des médecins inscrits sur la liste du procureur de la République. Pourquoi ? Parce que j'avais ce sentiment que je ne pouvais pas m'attaquer à un sujet pareil
sans comprendre précisément les endroits où les problèmes se posaient, la façon dont ils étaient formulés par les acteurs, la façon dont ils étaient vécus. Ça me semblait absolument essentiel, à la fois pour comprendre comment les difficultés se posent concrètement dans la réalité, et puis pour voir comment les professionnels qui n'ont pas du tout attendu les philosophes pour se questionner, y compris philosophiquement, ou éthiquement, ou épistémologiquement, comment eux se posaient ces questions, quels repères ils se donnaient pour essayer d'y répondre, ou quels raisonnements implicites gouvernaient leur pratique. Alors ça, c'est sur le versant, en quel sens il me semble que je l'ai été dans l'articulation des deux aussi, parce que le choix de ce sujet est venu d'une interrogation des médecins. Anne Fagot m'a dit, j'ai pas de sujet pour vous, de test pour vous, allez dans les services hospitaliers, allez voir quels sont les problèmes éthiques, épistémologiques qui travaillent les équipes. Et c'est en allant voir, j'étais jeune prof de terminale en Auvergne, j'ai été du jour quasiment, enfin on m'a répondu dans la semaine, j'ai été accueilli au CHU par une équipe au complet qui montait un centre d'excellence sur la maladie d'Alzheimer et dit on a besoin que des philosophes nous aident à réfléchir à ces questions. Donc c'est dans le choix d'un sujet, dans la manière de l'aborder, dans l'aller-retour. On pourrait se parler longtemps de ce temps passé sur les lieux. Moi j'ai des moments des choses dont je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens aussi de l'ennui par moment dans un service. J'ai suivi, je pense que les sociologues connaissent ça aussi, donc eux ne connaissent pas l'ennui. Et quand vous suivez les infirmières ou les aides-soignants de 7h à 13h ou 13h à 20h, il y a des moments vides et des moments creux dans un service de gériatrie. On a l'impression que par moment que le temps est complètement arrêté. Et on aurait peut-être une petite phénoménologie de cette expérience-là de terrain qui serait intéressante à faire ensemble. Alors, en un autre sens, il ne me semble pas du tout avoir été un philosophe de terrain, en deux sens, je ne l'ai pas été. Premièrement, je ne l'ai pas été parce que, à la différence de certains de mes collègues, et je peux citer ici Valérie Gâteau, qui travaillait à l'époque sur les enjeux de la greffe hépatique sur donneurs vivants, à la différence d'autres chercheurs, je n'ai pas du tout mené d'enquête empirique structurée. Je suis allé traîner mes guêtres dans des lieux de soins, dans des lieux de recherche, mais je n'ai absolument pas réalisé d'entretien structuré, j'ai mené de focus group, que ce soit Gali ou Conti, d'aucune sorte. Pourquoi ? Parce que j'en ai lu énormément. J'ai lu, je pense, à l'époque, tous les articles empiriques qui avaient été faits sur l'annonce du diagnostic de démence. Je pense que je les avais tous. En revanche, j'en ai pas mené moi-même parce que je n'avais pas été formé du tout à cette technique-là et que pour moi, ça ne me semblait pas légitime de le faire n'ayant pas eu cette formation. Valérie Gâteau avait eu une formation en psycho, elle savait mener un entretien, elle avait la méthode de l'ethnométhodologie derrière, elle savait faire, moi je ne savais pas faire, j'avais 3 sujets de thèse en un, donc par moment je me suis dit il faudrait que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait. Donc de ce point de vue-là, ça c'est le terrain au sens technique dont vous l'entendiez, ça je ne l'ai pas fait. Il y a eu des moments où je me suis dit, ma réflexion m'amènerait normalement à poser cette question-ci ou cette question-là empiriquement. J'y suis pas allé. Troisième façon dont je n'ai pas du tout été philosophe de terrain, j'ai été beaucoup dans tout un tas de lieux non académiques. J'ai travaillé un petit peu au centre d'éthique clinique bénévolement, pas comme Martha, pas aussi sérieusement que Martha, mais bénévolement, ponctuellement au centre d'éthique clinique. Très récemment, j'ai été auditionné au CCNE, je travaillais avec les notaires, j'ai participé à l'élaboration de politiques publiques au 3e plan Alzheimer, au plan maladie neurodégénérative. Mais je ne considère pas du tout que ce soit de la philosophie de terrain ou du terrain en philosophie. Pour moi, c'est mon rôle de philosophe de formation, comme citoyen, de participer au débat public avec une compétence qui est la mienne, qui est souvent, je suis appelé à ce titre-là, et je crois qu'il est du devoir des philosophes et des sciences humaines en général, quand elles sont appelées à donner leur avis sur des questions comme ça, à y aller, à s'engager, parce qu'on attend quand même une réponse, on attend qu'on se prononce, qu'on donne une position claire, argumentée mais claire. Je pense que cet engagement est attendu de la société. Pour autant, moi, ça ne me semble pas du tout relever de quelque terrain que ce soit. C'est la vie citoyenne, sociale, normale, qui fait que, comme certaines fois on est amené à enseigner, on participe à certaines institutions du pays. Donc ça me semble pas, c'est un exercice fréquent, important, ça ne me semble pas relever du terrain en tant que tel. Donc, vous avez compris, si je veux aller un tout petit peu vite, que pour moi,
si j'ai appelé ça la philosophie et la vie, c'est que j'ai essayé de faire de la philosophie tout court, et pour moi c'était une manière de se dire il faut que l'histoire de la philosophie serve à faire de la philosophie, à répondre à des questions contemporaines. Pour moi, c'était surtout, pour moi, la philosophie de terrain s'oppose en un sens à un exercice de la philosophie qui serait, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, Jean-Philippe, pardon, tout à l'heure, c'était sur elle ne doit pas être une exégèse permanente d'elle-même, même si évidemment la tradition nous structure, nous porte, c'est notre culture, c'est notre formation, c'est nos valeurs qui nous portent. Alors, trois étonnements maintenant sur mon deuxième point. Trois étonnements par rapport à votre admirable présentation. Alors la première, je me suis dit, bon, de terrain, philosophie de terrain, donc philosophe, j'ai 5 minutes, philosophe de terrain. Je me suis dit, dans le contexte un petit peu poujadiste et anti-intellectualiste dans lequel on est actuellement, de terrain, ça marche plus, ça marche, non, je vais essayer de parler plus fort. De terrain, c'est un peu comme éthique, c'est-à-dire ça peut avoir valeur de coup de baguette magique pour vous légitimer dans une approche. Vous m'entendez, ça va? Oui. Pour vous légitimer dans une approche, de même qu'un homme politique va dire je suis un homme de terrain, je ne suis pas un technocrate, je ne suis pas un bureaucrate, je ne suis pas un homme d'appareil, je suis au plus près des réalités. Vous voyez tout ce relent derrière, je pense que si ça fonctionne, ça m'aidera. Oui, il est censé fonctionner. Donc, il y a tout derrière, possiblement, ce véhicule d'opposition un peu schématique entre le concret, l'abstrait, le pratique, le théorique, l'ancré, le désincarné, une philosophie en chambre, livresque, qui disserte in abstracto, un peu comme la scolastique sur des notions purement théoriques. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui travaillent comme ça. Hors sol, dans des bibliothèques universitaires, à ne faire qu'un travail bibliographique. Je pense que c'est une idéalisation aussi implicite que l'appellation peut donner d'une vision un petit peu erronée de ce que serait que la philosophie par ailleurs. Deuxièmement, j'ai quelques extraits que j'ai notés. J'ai noté dans votre présentation de plus en plus d'étudiants, de chercheurs en philosophie éprouvent le besoin de mener une enquête de terrain, une place de plus en plus prépondérante est donnée à l'enquête de terrain dans les travaux des chercheurs, et vous parlez même d'une mutation de notre discipline. Alors je vais être un tout petit peu provocateur, mais vu de l'extérieur, ça saute pas fondamentalement aux yeux. C'est un vœu. Il y a... non, mais que vous réformiez votre manière de travailler, que ce soit... Là, c'est symptomatique, vous êtes beaucoup en master, donc peut-être que c'est une génération qui se lève. Peut-être que nous, on n'a pas été assez costaud pour la faire se lever avec nous. Mais moi, du point de vue d'une institution qui a de l'argent à dépenser pour encourager de la recherche en sciences humaines au sens large, on attend qu'il y ait des philosophes qui se lèvent pour se saisir des problèmes contemporains auxquels la société est confrontée, et pas simplement, pas uniquement, aux problèmes qui sont traditionnellement ceux de la philosophie. Mais j'ai le même reproche parfois à faire à certains sociologues qu'on voit traverser le champ Alzheimer, parce qu'il y a de la lumière, il y a un peu d'argent pendant quelques années, donc on répond aux appels d'offres, et puis on utilise le Alzheimer pour traiter une question où c'est traité comme cas limite, en fait, pour parler de la famille, pour parler des intergénérations, pour parler d'autres sujets, mais on a aussi besoin, et je parle de l'extérieur, je suis un peu que vous arrêtiez un moment et que vous vous installiez un moment dans un sujet, c'est sujet de santé, ça peut être des sujets d'environnement, ça peut être des sujets sociétaux, mais il y a un vrai besoin et une demande sociétale de philosophie. Nous, on soutient par la force des choses énormément de sociaux et de psycho, et un peu de droit. On ne demanderait pas mieux que de financer un peu de philo. Donc, mais on n'a pas de demande. Troisième petit caillou jeté dans votre jardin, j'ai lu que alors vous mettez 2 raisons pour y aller. Honnêteté intellectuelle, mener une philosophie de terrain par honnêteté intellectuelle, et vous parlez aussi d'une injonction à aller sur le terrain. Celle-là, elle me semble assez forte, en fait, à 3 niveaux, parce qu'il y a une espèce d'injonction à la scientificité, ou à une certaine forme de scientificité, notamment empirique,
Et donc c'est une certaine manière. Est-ce que c'est pas à certains moments une manière pour la philosophie de dire, vous voyez, nous aussi on a de l'empirie, nous aussi on a de l'observation, on ne fait pas que délirer et on a du matériau et bon. Deux, une injonction à l'interdisciplinarité, qui maintenant est devenue vraiment banale, mais qui en devient presque irritante parce qu'on en oublie quand même que toutes les disciplines ont quand même leurs règles, leur manière de travailler, qui leur sont propres. Et donc, moi j'incite à une certaine vigilance là-dessus. Et puis, il y a une injonction à sortir du monde académique. Tous ceux parmi vous qui ont essayé de répondre à des appels à projets européens vous demandent d'avoir des partenaires de recherche, d'avoir des partenaires académiques et de plus en plus d'avoir des partenaires hors du monde académique et de montrer que votre recherche va avoir un impact extérieur, etc. On peut résister à cette injonction. Il y a une vraie injonction, une vraie attente, et je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur ce point. Alors je finis en répondant brutalement et simplement et sans doute trop rapidement aux questions que j'ai identifiées. Vous posez la question de savoir comment le philosophe doit s'y prendre pour mener son enquête. Pour moi, il me semble qu'un philosophe est un philosophe et que s'il a recours à des méthodes ethnographiques, sociologiques, psychologiques, il doit se former à ces méthodes. Je suis un peu en dissonance, par rapport, et peut-être je dis par rapport à ce que vous avez dit, et il me semble que la philosophie n'a pas développé de méthode pour le faire, que si elle veut le faire proprement, il faut se former à ces méthodes et les importer et apprendre des sociologues comment ils travaillent. Donc pour moi, il y a une certaine humilité de notre discipline qui n'a pas ce rapport traditionnel à l'empirie et à la production de données qui doit être importante. Une double humilité parce qu'en plus, il ne faudrait surtout pas laisser entendre que les sociologues ne réfléchissent pas. Je suis très heureux qu'il y ait Benoît Hérault au fond de la salle. Moi, je m'alimente conceptuellement, réflexivement aux travaux de Benoît, aux travaux sociologiques de Benoît, notamment dans sa thèse depuis de nombreuses années. La sociologie réfléchit énormément, conceptualise énormément, pose des problèmes. Donc si on veut une distinction entre ce que c'est que la philosophie dans son rapport au terrain et la sociologie, il faut aller bien au-delà d'une répartition des tâches entre des gens qui produiraient proprement des données et des gens qui réfléchiraient intelligemment. Parce qu'il me semble que la sociologie, quand même, surtout française, très intellectualisée, très théorique, très cérébrale, réfléchit beaucoup. Deuxième point, moi j'ai un petit questionnement sur la place de la philosophie dans les autres disciplines. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit une science humaine, je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit une science. Pour moi, il y a un petit questionnement. La philosophie de terrain nous amène vraiment à nous reposer cette question à nouveau frais. Pour aller vite, on la met dans les sciences de l'homme et de la société. J'ai peut-être une conception étroite de ce que c'est que la science ou les sciences. Je sais qu'il y a des sciences formelles, des sciences expérimentales, des sciences empiriques, des sciences d'observation, mais pour moi, j'ai toujours conçu la philosophie comme une discipline réflexive. J'ai pas comme le droit, je ne vois pas en quoi il faut rentrer à toute force dans cette catégorisation un peu générale et rentrer la philo dans les sciences humaines, ça me semble toujours par moments un petit peu problématique. Voilà. Et puis alors j'avais un dernier point, c'est le côté parfois un peu décevant qu'a pu avoir pour moi je vous ai parlé de l'ennui sur les terrains d'observation, par moment cette littérature qui est extrêmement développée pour le coup dans le monde anglo-saxon. Il y a des revues entières d'éthique empirique, d'éthique appliquée, les sciences infirmières le font énormément, enfin il y a des revues entières qui ne font que ça. Quand vous êtes philosophe de formation, il y a souvent, et à mon avis quand vous êtes sociologue c'est pareil, il y a quand même une pauvreté, me semble-t-il, conceptuelle et réflexive parfois dans ces articles, en tout cas dans ces travaux qui essayent de croiser une réflexion éthique vraiment élaborée, serrée avec des données de terrain. Je trouve que c'est parfois pas optimal. Donc je termine en disant que, me semble-t-il, à la fois le questionnement qui est le vôtre m'amène à reconsidérer mon propre travail. Je pense que j'introduirais quand même la question de savoir si dans les disciplines extérieures que vous avez à l'esprit, quand on parlait de terrain,
il doit y avoir que la socio, l'ethno et l'anthropo. J'ai apporté, c'est un hommage à l'ouvrage de Ruven Ogien, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, pages 12 et 13 et pages 312 et 313, dans l'intro et la conclusion. Ruven Ogien pose la question de qu'est-ce que la philosophie morale expérimentale. Où là, on est beaucoup plus proche d'une philosophie morale qui fait de l'expérimentation. Donc elle est beaucoup plus proche d'une forme de psychologie expérimentale. Et donc on ouvre complètement le champ des disciplines qui peuvent être concernées par ce qu'on appelle la philosophie de terrain, et c'est plus simplement une philosophie qui s'imprègne de la sociologie, de l'ethnologie ou de l'anthropologie, quels que soient tous les apports qu'il peut y avoir. Je sais que Béatrice de Montera, Thomas Pradeux sont des exemples de gens qui sont formés, Catherine de Cover aussi, si je me souviens bien, en biologie. Je citais Anne Fagot-Largeau et Georges Canguilhem en commençant, ils ont été des philosophes médecins. Donc je pense qu'on a intérêt à ouvrir quand même le spectre des disciplines qui sont en arrière-plan pour avoir aussi tout le spectre de ce que peut recouvrir l'expression de philosophie de terre. Merci.